Est-ce que ce cri de satisfaction de Volodymyr Zelensky, c'est pas un peu la méthode Coué? Bonsoir, Père de Jon. On se rassure comme on peut. Et donc, c'est le moment ou jamais pour Zelensky d'émettre un message favorable vis-à-vis de son armée, de son opinion publique, parce que c'est quand même un petit peu la panique. Très concrètement, cette offensive russe, qui a été prévisible, puisque j'imagine que les services de renseignement américains avaient transmis aux Ukrainiens le dispositif, le volume des forces ukrainiennes qui se massaient à la frontière nord de l'Ukraine. J'ai le sentiment que les Ukrainiens n'en ont pas tenu compte, et donc ils n'étaient pas prêts. Et donc, en fait, lorsque les Russes ont engagé les moteurs, ont passé la frontière, donc il y a à peu près 5 jours maintenant, les Ukrainiens n'étaient pas prêts. Et donc, en fait, aujourd'hui, les Russes, qui ne sont pas des grands manœuvriers, sont en train de rentrer en Ukraine sans grande difficulté. Alors, évidemment, le discours du président ukrainien est nécessaire. Je ne vois pas ce qu'il peut dire d'autre. Il a besoin de raffermir les énergies, de concentrer les forces, et surtout d'éviter qu'il y a de plus en plus, on voit les services de renseignement ukrainiens, de plus en plus, pour éviter une espèce de critique éventuelle des décisions qu'il a prises lui-même. On va y revenir. Est-ce que la visite surprise d'Antony Blinken ce mardi peut changer le cours des choses pour l'Ukraine dans la phase qu'elle est en train de connaître avec cette bataille de Kharkiv? Alors non, ça change absolument rien, bien évidemment. Mais pour le raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de quoi? L'Ukraine a besoin de munitions, a besoin d'hommes, a besoin d'organisation, et a besoin de renseignements pour être au plus près des Russes, pour savoir exactement ce qu'ils font. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est trop tard. La machine est lancée. Blinken est venu pour annoncer qu'il y avait une aide d'urgence de 500 millions, 400 millions de dollars. Est-ce qu'elle peut changer justement le cours des choses? Est-ce qu'elle peut ralentir justement la marche la marche russe autour de Kharkiv? Vous savez combien vaut un patriote? 1 milliard. La réponse est dans la question. Un missile vaut 4 millions. Donc, on a des guerres hyper technologiques. Donc, ces 400 millions, en fait, c'est des financements américains. Si vous mettez 400 missiles, c'est pas mal. On s'en contenterait. Mais ce que je veux dire, c'est que ces 400 millions, c'est pour des munitions, c'est de l'urgence. Et ça peut arriver dans les jours ou semaines qui viennent. Parce qu'encore une fois, le front est relativement loin par rapport à l'ouest. Donc, ça va rentrer par la Pologne ou par la Roumanie. Et ça va remonter vers le front. Ça prend des jours et des jours. Oui, parce que pour acheminer quand même tout ce matériel de soutien, ça se fait pas quand même d'un claquement de doigts, c'est pas une livraison Amazon. Il faut des chars et qui roulent à une vitesse modérée. Enfin, il faut des chars, des camions qui roulent à une vitesse modérée. Patton disait la logistique commande. Et la logistique, c'est ça. Vous savez, c'est très américain. Pardon? C'est très américain. Mais n'empêche que c'est vrai. Mais vous savez, quand je prenais mon régiment d'infanterie, quand mon régiment avait débarqué, donc en gros, les 1000 hommes avaient débarqué, mes 5 compagnies de combat avaient débarqué, pour changer de mission, on mettait 24 heures. Le temps de remonter dans les engins, etc., se repositionner, on mettait 24 heures. Donc vous vous rendez compte au niveau des brigades, des divisions, donc ça c'est extrêmement long. Donc si vous voulez, il n'y a que dans les jeux vidéo où les choses vont très vite. Aujourd'hui, si vous voulez, une décision qui est prise maintenant, c'est l'effet, vous le voyez, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard sur le terrain. Et le problème des Ukrainiens aujourd'hui, c'est que très concrètement, ils se sont fait leurrer par les Russes, qui leur ont laissé croire pendant un certain temps, j'imagine, que la pression allait s'exercer à partir de l'Est, concrètement, à partir de la prise d'Avdiivka le 17 février 2024. Donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à pousser en direction de l'Est. Et les Ukrainiens ont vraiment considéré que c'était c'est l'ennemi miroir. Ils se sont mis en face et ils ont tenu. Ils ont tenu à Bakhmout, Soledar, etc. Mais en fait, ils ont perdu au fur et à mesure. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cette bataille autour d'Avdiivka était une bataille de diversion? Non, je pense que les Russes ont suffisamment de moyens aujourd'hui et d'effectifs pour avoir de fer au feu. Vous savez, dans toute offensive, vous avez toujours une offensive principale, une offensive secondaire. C'est l'erreur qu'ont fait au passage les Ukrainiens en juin 2023, au moment de la contre-offensive. Sur 3 points, ils partent sur 3 points, plus la mer Noire. Ils sont sur 4 zones différentes. Donc ils se sont étiolés, ils sont répartis. Ils auraient dû, selon vous, réduire le nombre d'offensives. Évidemment. Un exemple concret de l'offensive du Nord actuellement, à partir de Belgorod en direction de Kharkiv, vous savez que les Russes sont sur 2 itinéraires. C'est une distance globale de 15 km. Donc, si vous voulez, ils ont concentré entre 30 et 50 000 hommes sur 20 km. C'est énorme. Donc, si vous voulez, l'effet de piston qui va s'exercer, ça s'appelle le théorie du Schwerpunkt. C'est une théorie allemande. C'est comme ça qu'ils nous ont, entre guillemets, percé dans les Ardennes. C'est qu'en fait, en 1940. Et oui, ils ont percé à un endroit donné. Vous concentrez, vous mettez plus d'hommes, plus de molécules. Oui, la concentration des forces. C'est exactement ça. Plus de molécules. Et ces molécules fait qu'au bout d'un moment, vous percez naturellement. Et dès que vous avez percé
qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet cinétique. C'est que la masse, si vous voulez, vous percez grâce à la masse. Grâce à cette masse, vous percez, donc vous avez de la vitesse. La vitesse, vous augmentez. Après, il n'y a plus besoin d'avoir beaucoup de masse. Donc après, le truc roule tout seul. Et c'est le problème qu'ont eu les Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont jamais eu de vitesse, donc ils ont consommé leur masse à essayer d'avoir de la vitesse. C'est de la cinétique pure. Est-ce que aujourd'hui, les Ukrainiens... alors, revenons peut-être sur un point, qui est cette offensive de Kharkiv. Pour vous, de quoi cette offensive est le nom et à quoi elle ressemble dans ce qui peut être la stratégie russe? Dans ce qu'est la stratégie russe, parce qu'il y en a sûrement une. Il y en a une probablement. C'est vrai que l'armée russe de 2024, c'est absolument pas celle de 2022. C'est vrai que souvent, aujourd'hui, nous en Europe... Qu'est-ce qu'elle a appris entre 2022 et 2024 elle a eu une défaite phénoménale. De 2022, c'est une défaite russe. Et la défaite, c'est entre février 2022 et novembre 2022, au moment où ils quittent Kherson, où ils s'installent sur le Dniepr. Donc pendant 6 mois, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont, entre guillemets, cul par-dessus tête. Et là, les Ukrainiens, par l'allant, par le dynamisme, par l'énergie, la force, l'envie de battre les Russes, si vous voulez, ils mettent, entre guillemets, ce qu'on dit chez les militaires, ils mettent une pile aux Russes qui ne voient pas le coup venir. Par contre, où ils sont forts les Russes, ils s'installent en défensive et ils attendent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient Wagner sur un site ou deux, concrètement Soledar, ensuite sur Bakhmout, pour occuper le système. Et là, les Ukrainiens, au lieu de manœuvrer, au lieu de réfléchir, au lieu d'user leurs forces à Bakhmout, parce qu'ils ont eu beaucoup de pertes à Bakhmout, en fait, ils s'usent. Puis à un moment donné, on arrive tranquillement en mai 2023, c'est la victoire des Russes à Bakhmout. Ils prennent Bakhmout et à partir de là, les Ukrainiens disent OK, on lance la contre-offensive. Trop tard. Les Russes ont eu 6 mois pour s'installer en défensive. Où là, ils sont très bons. Et donc là, à ce moment-là, les Ukrainiens n'ont pas réussi à percer le front. C'est ce que vous êtes Ils n'arrivent pas. Ils étaient dispersés, etc. Et donc, bilan de cette opération, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois les Russes ont bloqué ce mouvement potentiel des Ukrainiens, en fait, ils se sont installés tranquillement dans le nord. Et on le sait depuis des mois et des mois, ils ont concentré en gros entre 50 et 100 000 hommes dans le nord, destinés à une manœuvre future. Ils ne savaient pas très bien où ils allaient. Et là, maintenant, ils ont compris que c'était le moment. Ils ont compris que les Ukrainiens n'avaient pas préparé le terrain, ce qui est absolument sidérant. Et c'est ça le problème de Zelensky aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, son opinion publique, son armée, se retourne vers lui en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas aménagé le terrain, comme on dit dans les unités du génie. On n'a pas construit, on n'a pas fait de tranchées, on n'a rien du tout. » Donc, encore une fois, ce qui va se passer, c'est que cette armée ukrainienne, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est bousculée par l'armée russe. Alors, est-ce que, selon vous, quand même, aujourd'hui, ils ont les moyens, ou ils peuvent avoir les moyens de contre-attaquer? Je vous pose la question différemment. On promet des renforts de matériel, de munitions. Anthony Blinken, 400 millions de dollars. Est-ce que ces renforts de matériel, des renforts d'armes lourdes, peuvent les aider à tenir et à repousser l'offensive russe? Alors, ces moyens d'armes lourdes, ils ne les auront pas avant plusieurs semaines, de toute façon. Donc là, il y a un creux, il y a une période extrêmement compliquée pour eux, parce que les conditions climatiques... Question, est-ce que pendant cette période, ils peuvent tenir suffisamment pendant cette période pour que ce matériel arrive et après, alors quand vous êtes plus faible, c'est la manœuvre. Il faut manœuvrer. Vous savez, la guerre, c'est deux choses. C'est du feu et de la manœuvre. Aujourd'hui, ils sont inférieurs en feu. Ils ont moins d'obus, moins de munitions, moins de canons, etc. Ils n'ont pas de feu. Donc comment on manœuvre? La manœuvre, c'est quoi? C'est l'unité. Il faut reculer. Alors, c'est très difficile de reculer, d'avoir ce qu'on appelle une manœuvre rétrograde, dès lors qu'on n'a pas une artillerie qui protège le recul. Mais non, ils n'ont pas le choix. Donc, en fait, il faut manœuvrer. Les unités, il faut surprendre, il faut bouger. Il faut pas hésiter de perdre 100 km. À la limite, c'est pas très grave. Perdons 100 km, mais installons-nous sur une ligne préparée à l'avance. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont une manœuvre qui est assez étrange. C'est qu'en fait, ils ne lâchent jamais le terrain. Au nom d'un nationalisme effréné, que je peux comprendre aussi, quelque part. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont perdu contre les Russes. Chaque fois, les Russes ont perdu 30 000 hommes, 20 000 hommes, mais chaque fois, ils ont pris le quoi. Soledar, Bakhmout, Advitka, ça a toujours été la même chose. Ils manœuvrent pas. Et c'est vrai que les Ukrainiens fonctionnent comme des Russes. On sent la bonne vieille méthode soviétique, où là, on ne sait que défendre, puis quand on avance, tous en ligne, quelles que soient les pertes. Et c'est vrai que ce manque de manœuvre, à mon avis, va être extrêmement préjudiciable à l'Ukraine si elle veut avoir une chance de tenir, parce qu'ils en sont là actuellement. Est-ce que les mesures permettant d'élargir les recrutements pour les Ukrainiens peuvent quand même produire un effet et peuvent
les aider dans ces manœuvres? Indéniablement, il va y avoir un effort qui va être fait sur les effectifs. Autant les munitions, on va attendre le temps qu'il faut, mais autant les effectifs, ils peuvent jouer. Ça, c'est leur marge de manœuvre. Le problème, si vous voulez, c'est que quand ces effectifs vont arriver, il faut les former, les équiper, les organiser, et tout ça, c'est Et les prévu motiver, parce que quand même, on a élargi jusqu'à présent, on était en dessous d'une tranche d'âge, hein, c'est ça, oui. et on est remonté sur la tranche d'âge. Maintenant, on prend tout le monde, globalement, et tout le monde va y passer. Simplement, le vrai problème, c'est le temps nécessaire. Il faut combien de temps pour faire une unité? Il faut, je vais dire un chiffre au hasard, entre 3 et 6 mois, et encore, disons 3 mois. Ce qui veut dire que toutes ces forces qui vont rentrer vont être utilisées pour la protection de Kiev. On annonce 10 brigades territoriales pour la protection de la ville de Kiev. Est-ce que ces troupes sont moins motivées, sont moins déterminées que les troupes qui se sont battues et qui ont provoqué la surprise et l'admiration, y compris peut-être de leurs adversaires, au début de la guerre? Alors là, il faut être factuel, hein. Très concrètement, je pense que la motivation est la même, mais le problème, c'est que cette jeunesse, elle a vu la télévision. Elle a vu les carnages, elle a vu ce qui s'est passé sur les lignes de front. Donc on sait qu'il y a une très forte demande, une très forte appétence pour entrer dans l'armée, mais pas dans l'infanterie, pas dans les unités de combat. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gérer des drones ou les transmissions, éventuellement dans les états-majors. Parce que les drones ou les transmissions, c'est là où et puis c'est là où les Ukrainiens ont quand même marqué des points et des points décisifs. Oui, mais aujourd'hui, il faut savoir que le nombre de drones a été multiplié par 2 par les Russes. Les Russes, aujourd'hui, grâce aux Iraniens, ont dépassé largement les Ukrainiens. Est-ce que l'appui des satellites est toujours décisif? Ça devrait. Là, en l'occurrence, j'imagine que le service de renseignement américain a transmis l'information sur la concentration des forces russes dans le Nord. Et clairement, pour des raisons que j'ignore à l'heure où je vous parle, les Ukrainiens n'ont pas tenu compte. Évidemment, la guerre du renseignement est déterminante parce que c'est celle qui va permettre aux Ukrainiens de faire la balance des forces. Parce que si les Ukrainiens veulent tenir le nord et également le centre, il va falloir qu'ils balancent des forces qui sont autour du centre, concrètement à Avdiivka. Il faut qu'ils prennent des forces qui sont positionnées là, qui étaient pour eux la zone d'effet majeur des Russes, qui n'est pas le cas actuellement, et les emmener dans le nord, la direction de Kharkiv. Et pour faire ça, il leur faut un renseignement de très grande qualité, parce que si ils se désengagent du centre, les Russes, ils vont changer d'option. Enfin, moi, c'est comme ça que je ferai. Je changerai d'option et je ferai mon effort non plus dans le nord, mais dans le centre. Et là, je vais sur le Dniepr, je m'installe et je négocie. Parce que le fond de tout ça, c'est quoi? Parce que quand on raisonne que tactique, ça fonctionne pas. C'est du jeu vidéo quelque part. C'est un peu cruel parce qu'il y a des pertes, mais quelque part c'est un jeu, c'est le wargame comme on dit. Le vrai problème, c'est le but politique. On veut bien que les Russes raisonnent avec un coup d'avance. C'est quoi ce qu'on appelle l'effet final recherché, exactement. Le but de guerre. C'est fondamental. C'est quoi aujourd'hui? Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des gains territoriaux pour être en situation de négocier le moment venu. Avoir l'est de l'Ukraine. Et voilà. Pour dire, voilà, là maintenant on est prêt à s'arrêter, et on ne reculera pas. Vous me laissez le Donbass et la Crimée, et je vous le rends le reste. Est-ce que le limogeage du ministre russe de la Défense peut être suivi d'un limogeage, celui du chef d'état-major, le général Gerasimov? Alors, c'est pas la même chose. C'est une très bonne question, parce qu'autant celle de le départ de Shoigu n'est pas très important. Je veux dire, c'est comme en France, le ministre de la Défense n'est pas un militaire, il n'est pas impacté, il touche pas directement. Et son successeur, encore moins. Encore moins. Mais lui, il a touché un fusil une fois dans sa vie. Oui, mais son successeur, c'est Albert Speer. Donc, il va construire l'outil industriel, ce qui est compliqué. On va y revenir. Et ça, c'est un vrai sujet. Par contre, Shoigu, très concrètement, il paye plusieurs choses. Il paye les échecs, son vieillissement, ça fait 12 ans qu'il est au ministère de la Défense, et puis il paye indirectement la mort de Prigojine. Oui, Sergueï Lavrov est encore Alors plus on a cru âgé, à un moment donné qu'il faisait partie du mercato. Et donc il reste toujours chef de la diplomatie. Donc ça n'a pas d'incidence, c'est ça que je veux vous dire. Mais Gerasimov, on verra dans les semaines qui viennent, mais probablement que s'il part, ça pose un vrai problème. Sachant que Gerasimov est arrivé en même temps que Shoigu au ministère de la Défense. La nomination donc du nouveau ministre de la Défense russe, Andrei Boloussov, peut-elle être déterminante pour l'armée russe? Alors oui, ça, Boloussov, c'est vraiment un autre personnage. D'abord, honnêtement, c'est quelqu'un d'archi compétent, et son boulot, ça vraiment d'être, parce que c'est lui, au passage, qui a modernisé une partie de l'armée déjà. Toute la dronisation de l'armée russe, c'est lui qui l'a faite, en négociation avec les Iraniens, etc. Donc il est très câblé, il est très capé sur ce genre de sujet. Donc son boulot à lui, ça va être de créer une armée industrielle, innovante, etc. Et ça, c'est des vrais changements qui vont arriver, et c'est ça qu'on lui demande, c'est pas le terrain. C'est lui qui doit faire passer la Russie, semble-t-il, à une économie de guerre, et c'est dans ces cas-là où la Russie peut avoir des atouts. Économie de guerre, la Russie sait faire ça.
Ah, puis, puis ils sont dedans jusque-là. Je veux dire, ça fait des mois qu'ils sont dedans et la machine fonctionne. D'autant qu'ils ont plusieurs avantages. Ils ont deux avantages. Un, premier avantage, ils dominent le terrain. Donc ils n'ont que des bonnes nouvelles à annoncer à l'opinion publique. Et deux, ils ont une base arrière asiatique, chinoise. Le déplacement de Xi Jinping la semaine dernière était extrêmement clair. En ne communiquant pas. Vladimir Poutine en fin de cette semaine. Tout va bien. Tout va bien. Je veux dire que les Chinois ont clairement dit qu'ils allaient continuer comme ce qu'ils faisaient comme d'habitude. Donc ils vont approvisionner le marché russe par tout ce dont ils ont besoin. Et voilà, que des financements, etc., etc. Et quand c'est un peu chaud, quand c'est un peu, comment dire, un peu sensible, ils vont passer par les Nord-Coréens. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça, tout le monde le sait. Le problème, on a cru à un moment donné que Xi Jinping serait gêné de le dire. Je pense très concrètement qu'il l'a dit directement au président Macron. Est-ce que la durée qu'elle ne souhaitait pas au départ ne peut pas finalement bénéficier aujourd'hui à la Russie ? La durée de la guerre ? Oui. Le problème, c'est que la machine s'auto-alimente d'elle-même. On voit bien qu'aujourd'hui, l'opinion publique russe est globalement favorable à Poutine. Il vient de se faire réélire. Stratégiquement, du point de vue international, il est parfaitement dans son environnement des BRICS. Je veux dire qu'il est plutôt confortable. Et il est plutôt confortable sur le terrain, puis il a que des bonnes nouvelles. C'est la saison, pendant 3 mois, c'est la saison, il va pouvoir manœuvrer autant qu'il veut. Et puis, il a un point très important, c'est qu'il se crée une arrière-cour africaine qui est dans notre zone, nous, d'intérêt quelque part. Et là, c'est là où il est notre ennemi. C'est un déferlement. Merci beaucoup, Père de Jon. C'est passionnant de vous entendre et puis très, très éclairant. Merci beaucoup pour ces commentaires, même s'ils étaient tactiques, mais qui nous permettent un petit peu plus de comprendre justement la logique des manœuvres en cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je signale le dossier spécial dans le Figaro de ce mardi avec un très long papier, notamment de notre excellent confrère Nicolas Barotte, et responsable correspondant défense du Figaro et président de l'Association des journalistes de défense, et qui détaille effectivement également la stratégie russe à travers le récit des dernières heures.